Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur dans la tech et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Claude Lalumière. Jean-Claude travaille le jour pour la communication d'un grand musée, mais surtout, c'est un romancier confirmé. Dans notre groupe d'auteurs, il fait figure de grand sage de l'écriture, une sorte de maître Yoda littéraire, un baroudeur du romanesque. Après une production très conséquente sur les 10 dernières années, il sort de nouveaux romans avec une grande régularité. Il fait évoluer son style tout en s'offrant des incartades créatives selon ses envies. Il est même allé jusqu'au dessin humoristique pendant le confinement. Bonjour Jean-Claude, bienvenue. Bonjour Mickaël. Donc c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Pour commencer, je dirais qu'il y a un titre qui marque quand on lit la liste de tes publications, le titre qui se détache et je dirais qu'il résume bien l'humour un peu doux amer que tu distilles dans tes romans. C'est comme un caraquet, Comme comme un un karatéka belge qui fait du cinéma. voilà, comme un karatéka belge qui fait du cinéma. Donc, c'est déjà la définition de la double vie, non? Il y a de ça, oui, ce roman, en plus, c'est sympa de signaler ce roman-là, parce que c'est un roman qui vraiment me tient à cœur, qui est sans doute le plus personnel dans toute ma production, euh, et qui vient parler de la place sociale, de la place qu'on occupe, euh, et la progression sociale qu'on peut avoir. Et lorsque j'ai écrit ce roman, j'ai longtemps cherché quel personnage public euh, pouvait répondre à mon narrateur au cours de l'histoire. Euh, et Jean-Claude Van Damme, qui était lui-même un transfuge de classe, hein, qui vient d'une classe populaire, euh, fils de commerçants, de fleuristes dans la banlieue de Bruxelles, qui a fait son chemin, alors pour le coup, à la force du poignet pour faire sa place dans le milieu du cinéma, euh, qui, a, qui a vraiment poussé les portes et mis le pied dans la porte pour pouvoir trouver sa place. Et après de multiples recherches, s'est imposé comme étant ce personnage. Ça n'a pas été le premier choix. Au tout début, j'avais envisagé euh, Gérard Depardieu, qui lui aussi vient d'un milieu populaire, qui, euh, qui a progressé, qui est devenu l'immense comédien, l'immense acteur qu'il est aujourd'hui. Et j'ai eu une expérience un peu misérable avec Gérard Depardieu, puisque je l'ai croisé en sortant du bureau un soir. Euh, Lui, il allait au bistrot qui était juste à côté du musée dans lequel je travaille. Et je suis tombé nez à nez avec lui et j'étais justement en train de réfléchir à ce roman. Il était sur son scooter, moi j'étais au passage clouté, et lui voulait garer son scooter sur le passage clouté, et moi j'étais face à lui. Euh, Dans ma tête, je me disais, oh, Gérard Depardieu, c'est super. Et lui, s'impatientant, m'a dit, mais pousse-toi du con. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être un signe qu'il ne faut pas choisir Gérard Depardieu comme personnage dans le roman. Et donc, je me suis rabattu sur Jean-Claude Van Damme, et je pense que c'était un bon choix. Parce que Jean-Claude Van Damme m'a permis, au niveau de l'écriture, de, de vraiment m'amuser et de, il a une langue particulière, voilà, il a tout un langage métaphorique très imagé, euh, absolument délicieux. Et reproduire ce, ce phrasé, ces dialogues avec un peu surréaliste, hein, avec Jean-Claude Van Damme, était vraiment un plaisir d'écriture euh, énorme. Oui, ça fonctionne très bien. C'est un peu le personnage de rêve qui descend sur le roman. Donc, ouais, je sais pas si c'est le rêve ou la réalité, quoi. Ça accentue encore ce décalage. Oui. Oui. Pour revenir voilà, un peu au début, comment tu es arrivé à l'écriture? Il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, j'ai commencé quand j'étais ado, j'écrivais dans des carnets, je remplissais des grands carnets». Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi? Ou est-ce que c'est venu plus tard? L'écriture, alors je dirais pas qu'elle a toujours été présente avec le désir de publier.
évidemment, à l'adolescence, on écrit toujours enfin, toujours un peu, non, je sais pas si on écrit toujours un petit peu à l'adolescence. En tout cas, moi, j'ai écrit un petit peu à l'adolescence, mais sans prétention aucune, et sans doute pour extérioriser des sentiments. Le hasard des rencontres a fait que j'ai commencé à me poser la question de la publication, mais c'est venu assez tardivement. Voilà, il y a eu des changements familiaux, des changements professionnels qui m'ont amené à travailler à Paris. Là, j'ai rencontré un groupe de personnes qui animaient une revue qui s'appelle Antidata. Je dis qui s'appelle parce que c'est plus une revue, mais c'est une maison d'édition aujourd'hui. Ok. Euh, et la rencontre avec ces personnes m'a permis voilà, d'abord d'entrer dans une dynamique de groupe autour de cette revue, qui est une revue en ligne. Hein. C'était une des premières revues en ligne à l'époque, une revue de création littéraire. Mhm, ok. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des petits textes pour cette revue, des formats très courts. C'était la, la ligne éditoriale d'Antidata. Et, euh, et petit à petit, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à écrire des nouvelles que j'ai présentées à des concours, voilà, des concours amateurs, que j'ai perdus pour la plupart. Je ne les ai pas gagnés. Euh, et puis, voilà, j'ai publié dans des recueils collectifs. Et un beau jour, j'ai eu envie de me confronter à un regard professionnel. J'avais, voilà, les publications en revue, c'est un premier pas, mais très souvent, c'est dans des groupes de copains, quoi. Oui. Et envoyer son texte à un inconnu qui va avoir un regard tout à fait objectif sur le texte et voilà, qui va dire oui ou non sans affect, c'est une autre étape. Cependant, j'avais pas écrit de texte long jusque-là, je n'avais écrit que des textes courts, quelques nouvelles, donc Mhm, ok. présentées dans des concours ou dans des revues ou dans des recueils collectifs. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains, parce que j'allais pas me mettre en danger. Mais voilà, j'ai écrit directement sur le site de Radio France. Hein, je suis allé j'ai cliqué sur le bouton contact, euh, truc qui en général n'aboutit jamais. Et j'ai envoyé un petit mot à Webmaster en lui disant qu'il y avait une émission qui s'appelait Les Petits Polars, que j'aimais beaucoup et que j'écoutais, et pour laquelle j'avais envie d'écrire et que voilà, je savais pas comment il fallait faire pour rentrer en contact avec les gens qui s'en occupaient, mais s'ils pouvaient m'aider, ça serait très sympathique. Très gentiment, le webmaster a fait suivre au directeur des ateliers de création, qui lui-même a fait redescendre le message à la directrice des ateliers de fiction. Euh, et dans les ateliers de fiction, la productrice alors de l'émission se trouvait un peu prise au dépourvu par un auteur qui s'était désisté au dernier moment. Et elle avait un trou dans son calendrier. Et elle m'a donc appelé, j'avais mis mon numéro de téléphone dans le message, pour me proposer voilà, d'écrire pour elle. Elle a d'abord regardé évidemment ce Mhm, que j'avais ouais. écrit jusque-là. Et elle m'a dit, bon, ben, votre univers me plaît bien, on peut faire un essai. Euh, donc j'ai écrit un premier texte pour elle, qui est tombé complètement à côté, ça n'a pas fonctionné. Donc on a retravaillé ensemble et après un deuxième essai, j'ai pu produire un texte qui tenait la route et donc on est parti. Il fallait que je produise 5 textes quand même en 3 semaines pour pouvoir Ah oui. travailler avec elle et par la suite on a travaillé pendant 4 ans ou 5 ans. J'ai écrit en tout 20, 23 ou 24 fictions radiophoniques pour les ateliers de création de Radio France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où j'ai envoyé le message au webmaster et le moment où mon téléphone a sonné, euh, il ne s'est écoulé que 2 heures. Ah oui, oui, c'est Voilà. C'est, efficace. je me souviens d'être revenu de déjeuner au bureau ce jour-là et avoir dit à mon collègue, bon, bah, allez, je tente ma chance, j'envoie un petit mot. Et donc, quand le téléphone a sonné 2 heures après, moi-même et lui aussi était très surpris. Ah oui, c'est un record. Oui. Voilà, mais c'est comme ça que ça a commencé voilà, entre
Antidata, cette revue, et puis voilà, ses premières fictions radiophoniques. Euh, et l'écriture pour la radio a été vraiment formateur. C'est comme ça que j'ai pris conscience, c'est un peu idiot de le dire, hein, mais pris conscience que bah, voilà, il y avait quand même quelqu'un de l'autre côté, hein, une fois qu'on avait écrit le texte. Et là, c'était de l'autre côté du micro, de l'autre côté de la radio. Il y a quelqu'un qui écoute. Euh, Ça m'a appris à écrire avec des contraintes fortes, contraintes de temps, des contraintes euh, techniques. Voilà, c'était un comédien masculin qui, euh, qui enregistrait. Donc, soit je choisissais un personnage masculin comme narrateur, soit j'avais un narrateur externe pour pouvoir parler d'un personnage féminin. Je ne pouvais pas faire parler une femme dans mes fictions, par exemple, avec le souci de ne pas laisser quelque chose non résolu trop longtemps à l'antenne, parce que voilà, c'est juste à l'oreille. On ne lit pas Ouais. le texte, on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut apporter les réponses assez rapidement dans les quelques secondes, les 30 secondes qui suivent. Si on apporte la réponse à une question que se pose l'auditeur 3 minutes plus tard, c'est perdu, quoi. Voilà, il faut Mmh. réussir à l'accrocher et, euh, et ne jamais le perdre pendant le temps de lecture du texte à l'antenne. Voilà, c'est tout un tas de contraintes que j'ai dû intégrer dans mon travail d'écriture. Un souci aussi de fluidité, de musicalité du texte, que j'ai gardé par la suite lorsque je suis passé à la forme longue et que j'ai écrit des romans. Euh, voilà, chaque fois que j'écrivais un texte pour la radio, évidemment, avant de l'envoyer, je le lisais à haute voix, je l'enregistrais, je l'écoutais, euh, j'essayais de voir les moments où ça s'enchaînait un peu moins bien, où il fallait reprendre. Et ben, j'ai gardé cette pratique ensuite quand je suis passé à l'écriture de romans. Et alors, même si je le fais un peu moins aujourd'hui, euh, mais cependant sur les premiers textes, j'ai fait des lectures intégrales, voire parfois des enregistrements de chapitres entiers pour essayer de préserver cette fluidité, cette musicalité du texte. Ça, c'était vraiment une très bonne école d'écriture pour OK. moi. OK, c'est super intéressant. On voit aussi que, tu vois, la contrainte, ça libère, finalement la créativité parce que tu dois rentrer dans un certain nombre de dans un cadre, que ça te libère ouais, de la peur d'un peu de la feuille blanche ou de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais écrire. Déjà, tu as un certain nombre de chemins et de jalons qui sont posés dans ton problème, en fait. Oui, bah, c'est très rassurant quand on est un auteur débutant, hein. Mmh. Et c'était mon cas, même si à, à chaque nouveau projet, on est un peu un auteur débutant. Effectivement, les contraintes sont rassurantes. Elles sont là pour éviter qu'on parte un peu dans toutes les directions. Et dans ce carcan, il y a un espace de liberté, voilà, qui est ce qui est. Et il faut l'exploiter au maximum et en tirer le meilleur parti. Tu disais que là, c'était sur du polar. Alors j'ai vu que tu avais un polar à l'origine, dans ta Oui, dans dans ton catalogue, romanesque. Heu, est-ce que tu l'as écrit, dans ce contexte-là, en fait? C'était pour réutiliser un peu le savoir-faire que tu avais développé? mais j'avais le souci, tout en écrivant pour la radio, de passer à la forme longue, au roman. Euh, je ne savais pas si je serais capable de le faire. Écrire un texte de 10 000 signes, c'est une chose, 15 000, 20 000, voilà. Arriver à 300 000 signes, c'est une paire de manches. Un beau jour, je suis passé devant les bureaux d'un éditeur, j'ai vu qu'il avait une collection de romans policiers sur les villes, et j'ai poussé la porte. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes, hein. Faut avoir un peu de culot, un peu d'audace. Voilà. C'est un peu comme quand j'ai envoyé le mail au webmaster de Radio France. Là, j'ai poussé la porte de la boutique, enfin ou des bureaux de cet éditeur. Là, c'était à Paris dans le 5e arrondissement. Et je leur ai dit, j'ai vu dans votre vitrine que vous avez une collection de polars sur les villes. Est-ce que moi, je suis originaire de Bordeaux. Est-ce que j'écris des fictions pour la radio? Est-ce que ça vous intéresserait que j'écrive un polar sur la ville de Bordeaux? Euh, Là, on m'a mis en relation avec la personne qui dirigeait la collection. Et voilà, après avoir échangé avec lui, on est tombé d'accord. Et j'ai pu proposer
Au bout de quelques mois, ils m'ont donné un cahier des charges, évidemment. Encore une fois, hein, c'était une écriture sous contrainte. J'étais pas libre de faire ce que je voulais dans ce roman, mais les contraintes étaient suffisamment légères pour me laisser des libertés, outre ces passages obligés du cahier des charges. Et donc voilà, quelques mois après, j'ai pu remettre un texte. Ça n'a pas été simple, hein. Voilà, première fois, je passais la barre euh, des 300 000 signes, mais voilà, c'était assez libérateur d'arriver à cette forme longue, et révélateur aussi parce que je lisais beaucoup de romans policiers à l'époque. Je venais d'écrire où j'écrivais encore pour l'émission Les Petits Polars de Radio France. Et voilà, je m'essayais à l'écriture de romans policiers. Et puis, le côté mécanique, même si j'étais plus intéressé par le roman noir que le roman policier, mais les passages obligés un peu dans ce type de roman ont fait que je prenais pas un plaisir énorme à l'écriture dans cet exercice-là, et qu'une fois que j'ai terminé, j'en ai écrit un deuxième qui n'a jamais été publié, mais que qui devait rentrer dans cette collection. Mais voilà, j'ai éprouvé le sentiment que c'était pas à long terme ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai démarré l'écriture du roman qui allait paraître ensuite, Le Front russe. Voilà, avec un univers tout à fait différent. Donc, la première phrase est enfant, je passais des heures à regarder le papier peint, voilà, qui met en scène un enfant, donc un univers tout à fait différent, euh, un adulte donc qui se remémore son enfance. Et j'ai commencé avec cet enfant assis sur un canapé, qui se remémore son enfance, et au départ j'avais une nouvelle de cet enfant dans cette situation, et le roman est venu de lui-même. J'ai envie de dire, il n'était pas prémédité, mais j'ai découvert un univers après avoir écrit ces premières pages, qui m'a fait prendre conscience, voilà, que c'était ça que j'avais envie d'écrire, c'était ce roman-là, euh, quelque chose de tout à fait différent des textes que j'avais écrits pour la radio et pour ce premier roman de commande. Et, euh, et donc ça a été considéré comme mon premier roman, voilà, qui est paru au Dilettante en 2010. Oui, donc tu as commencé en faisant une sorte de test. Tu t'es dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Tu fais peut-être de nouvelles et tu vois que l'univers te plaît, et donc tu tires le fil et puis t'es lancé comme ça sur ce roman. Oui, en fait, on peut évidemment, ça a été le cas par la suite, hein, décider d'écrire un roman et de planifier, de prévoir toutes les étapes, et d'avoir l'histoire de A jusqu'à Z posée au moins dans sa tête. Pour le front russe, au tout départ, c'était pas le cas. J'ai écrit ce texte et voilà, il y avait une dizaine de pages, et je sentais que j'avais un personnage intéressant et un univers qui pouvait ouvrir sur une histoire plus longue, et une histoire familiale. Et voilà, donc le roman s'est imposé à moi en quelque sorte. Après, bon, évidemment, c'est du travail de développement, Hmm. de mise en forme, de mise en place, pas de scénarisation, puisqu'on ne scénarise pas comme on le fait au cinéma, mais quand même de mise en place de l'histoire. Mais tout ça, c'est un peu imposé au départ. Hmm. Et au départ, t'es parti du personnage, t'es pas parti du. Il y a un peu un thème aussi de ouais, l'absurdité de l'administration, enfin des rouages. T'es pas parti de ce thème-là. C'est ce thème-là qui s'est rajouté après, qui est arrivé. Eh bien, ce personnage qui au début est dans son bureau, euh, effectivement, en train de se remémorer son enfance, et qui fait le parallèle entre euh, son enfance où il passait de longues heures à regarder le papier peint et à rêver devant le papier peint, et l'adulte qu'il est devenu, qui passe des heures dans son bureau à s'ennuyer et à regarder le mur, qui est un mur blanc, un mur d'administration, et où il passe des journées vides, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, cette confrontation de l'enfant et de l'adulte,
et de l'écart qu'il y a entre les rêves de l'enfant et la réalité qui s'est imposée à l'adulte qu'il est devenu, euh, voilà, a été un terrain favorable au développement de l'histoire qui a constitué le roman, mais c'était pas prémédité. Après, l'univers administratif, évidemment, c'est l'univers que je connais le mieux, puisque je fais carrière dans l'administration. Je fais carrière, c'est un bien grand mot. Enfin, je travaille dans l'administration, en tout cas. Je- et, euh, et donc, naturellement, cet univers administratif, il s'est immiscé dans le travail d'écriture. J'ai puisé dans mon expérience la plus proche. Donc, voilà, c'est pas je raconte pas ce que je vis au quotidien dans le roman, mais je m'en inspire en tout cas pour imaginer l'histoire de mon personnage. Et par la suite, dans mes premiers textes, que ce soit le front russe, la campagne de France, comme un karatéka belge qui fait du cinéma, à chaque fois, je vais puiser dans des domaines, que ce soit donc l'administration pour le front russe, le milieu du tourisme, culturel pour la campagne de France, ou le milieu de l'art contemporain comme un karatéka belge qui fait du cinéma, et la question des transfuges de classe. Je pioche, je puise dans mes propres expériences pour alimenter à chaque fois l'histoire et le roman. L'ennui que tu as dans traduit qui transparaît dans le premier roman, c'est voilà, ce qui me pousse aussi à me mettre à l'écriture, c'est voilà, l'envie d'avoir un exutoire et d'avoir quelque chose d'avoir un dérivatif une deuxième vie. Enfin, ouais, c'est le principe de la double vie, mais c'est aussi un moyen de ouais, Ah, dériver. l'ennui est quelque chose de magique, hein, qui, euh, qui fait travailler l'imagination. Hein. Faut toujours, quand c'est c'est vraiment la scène de départ du, du front russe, où l'enfant est en train de regarder le papier peint et en train de rêvasser avec les yeux dans le vide, et sa mère arrive et allume la télévision et lui dit: tu ferais mieux de regarder la télé au lieu de rester là à ne rien faire. Euh, et hop, elle lui allume la télévision et ça coupe sa rêverie. Et il faut laisser les enfants s'ennuyer, quoi. Ça favorise leur imaginaire, voilà. Mais ça marche aussi à l'âge adulte. Voilà, l'ennui est quelque chose de, de salutaire. Il ne faut pas hésiter à se laisser gagner par l'ennui un petit peu. D'en sortira toujours quelque chose de bon. Ce livre, ça a été ouais, c'est vraiment le point de départ dans ton style, on va dire, puisque le premier était à part dans le domaine du polar. Et puis j'ai l'impression qu'il a eu du succès, quoi. Il a été traduit, il a bien marché. Comment tu as réussi après à gérer, dire, oh là là, le premier livre marche bien, comment rebondir après pour la suite, quoi? Alors le premier marche bien, effectivement, et on pourrait s'emballer, hein. Effectivement, Ouais. j'aurais pu à l'époque m'arrêter de travailler pendant un an ou deux et me consacrer totalement à l'écriture. Et bon, bah, c'est pas le choix que j'ai fait. Je le regrette pas, hein. Je sais que les choses auraient sans doute été différentes aujourd'hui, mais je j'imaginais pas qu'on puisse écrire en, en- en faisant que ça. Euh, je crois qu'il y a eu la nécessité d'avoir un pied quand même je ne veux pas dire le monde réel, parce que le monde des écrivains qui font que ça est un monde réel aussi. Euh, mais voilà, le- vu comment j'alimentais mon écriture avec mes propres expériences, je m'imaginais pas ne pas avoir un pied dans le monde professionnel. Alors évidemment, aujourd'hui, je préférerais avoir une vie professionnelle moins chargée et plus de temps pour l'écriture, parce que voilà, c'est une question d'organisation aussi, hein. Mais pour l'instant, voilà, je manque un peu de temps d'écriture aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que je lève le pied? Est-ce que je m'arrête complètement? Euh, voilà, je travaillais à temps partiel à l'époque. Euh, je suis resté pendant longtemps. Euh, c'est plus le cas aujourd'hui.
Quand j'ai employé tout à l'heure tu vois, dans l'introduction, le terme baroudeur, en fait, ça m'est venu parce que, dans les titres, ça parle souvent, tu vois, de voyage, alors que c'est parfois en France. Parfois, ça parle du Mexique, du Japon, campagne de France, front russe. Tout ça, il y a un exotisme souvent très local, mais voilà, c'est le côté, c'est pour ça que je t'ai qualifié de baroudeur. Toi, j'ai l'impression que ça retranscrit en fait, ce que tu dis, c'est que tu as besoin d'être ancré dans quelque chose, dans des voyages en France, des déplacements, de ta réalité professionnelle, ton quotidien. Tu voyages beaucoup en réalité? Comment tu trouves cette inspiration? Hormis, en dehors de ton métier? Je voyage pas du tout, en dehors de mon travail. OK, Heu, on est assez casanier en termes de vacances, on va quasiment toujours au même endroit. Heu, Par contre, je me suis beaucoup déplacé, OK. pour le musée, Mmh. pour lequel je travaille et heu et ça, c'est des expériences que j'ai utilisées, heu, dans plusieurs romans, oui. Ça m'a été utile pour le front russe. Il y a des épisodes du front russe qui sont inspirés d'épisodes que j'ai pu, vivre, voilà, dans des situations, à l'étranger, où j'étais pas moi en position diplomatique, mais parce que la toile de fond est quand même le ministère des Affaires étrangères, hein, dans le front russe, heu, mais où, voilà, j'étais dans des situations proches, en tout cas, heu, de de rencontres diplomatiques, heu, voilà, où j'ai participé à des soirées en présence de l'ambassadeur en Italie, par exemple. Voilà, c'est des choses que j'ai pu réutiliser, dans le roman. Je l'ai utilisé également, pour, le roman que j'ai écrit pour les éditions Artaud, heu, qui s'appelait «Ce Mexicain qui venait du Japon et me parlait d'auberge». Là où j'utilise, véritablement mes déplacements, tous les déplacements professionnels que j'ai pu faire pour, alimenter le parcours du personnage qui lui-même voyage à travers le monde, pour promouvoir, l'institution pour laquelle il travaille. OK, et il y a aussi beaucoup de sensibilité, y compris, quand tu parles de la France, tu vas parler, de la campagne, tu vas parler des déplacements dans Nice aussi, dans toute la France, avec beaucoup de, comment dire? De tendresse, et tu vas avoir un regard un peu, humoristique, mais on sent que voilà, tu prends aussi plaisir à ces déplacements-là à l'intérieur de la France, quoi. C'est le regard de l'écrivain sur le voyage. Oui, oui, alors après le voyage, c'est, c'est pas une question de distance parcourue, c'est une question d'état d'esprit. Heu, voilà, on peut voyager, sur dans sa propre ville, voilà, c'est une question de regard et voilà, il y a des textes qui traduisent ça très bien. Je pense au texte de Julio Cortázar, les les autonotes de la Cosmoroute, par exemple, qui raconte, voilà, c'est un carnet de voyage, d'une traversée, Paris-Marseille, par l'autoroute et avec, Carole Dunlop, sa compagne, ils s'arrêtent dans toutes les aires de repos qu'il y a le long de cette autoroute, à raison de ils doivent faire 2 aires de repos par jour, pour faire tout ce trajet. Heu, donc c'est finalement pas très exotique comme destination, mais pourtant, c'est un vrai voyage. C'est la même chose dans le texte, Les chemins noirs de Sylvain Tesson qui raconte, son voyage après son accident, heu, du sud de la France jusqu'à la Normandie ou la Bretagne, voilà, à travers des chemins de traverse. Voilà, c'est pas un voyage à travers l'Amazonie ou, ou en Afrique noire et pourtant, voilà, on est bel et bien dans l'univers du voyage. Voilà, donc on peut voyager, de façon très simple, à travers la France. Et ouais, mais cette histoire de regard de l'écrivain, je trouve que ça amplifie, ou ça donne de l'ampleur à ton style, qui est quand même un style, où il y a toujours un humour, qui vient se glisser et s'insérer, et donc ce décalage, même quand c'est proche, bah, du coup ça donne,
un autre regard sur, quelque chose qu'on est en train de qu'on a tous vu ou parfois, mais sans y prêter attention. Donc c'est assez, ouais, je pense que ça correspond bien à la manière dont tu écris, en fait. Oui, alors moi c'est un parti pris, quoi, mais c'est un peu une chose qui s'est, encore une fois, qui s'est imposée, quoi. J'ai ce regard un peu décalé, un peu humoristique sur les situations, toujours d'essayer de voir la, 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 la chose qui n'est pas dans l'alignement, qui dépasse un petit peu et qui fait que la situation est cocasse, visible, ou, voilà, qu'il y a un décalage qui permet effectivement de laisser un champ possible à l'approche humoristique et, euh, et qui donne un autre regard effectivement sur les situations, quoi, parfois des situations dramatiques. Euh, voilà, le karatéka belge, par exemple, voilà, part d'une situation de deuil. Euh, voilà, a priori, c'est pas quelque chose de risible, ça l'est pas d'ailleurs, mais ça n'empêche pas d'avoir ce- cette approche décalée, voilà, que j'ai essayé d'exploiter dans ce texte, hein. Et de la même façon, dans le dernier texte que j'ai publié, donc reprise des activités de plein air, aux éditions du Rocher, c'est les trois situations, parce qu'il y a trois personnages dans le roman, connaissent chacun une situation dramatique de séparation avec l'être aimé, euh, soit le divorce, soit le décès, la situation de deuil, soit la distance pour le plus jeune, mais chacun est dans une situation plus ou moins dramatique et qui n'empêche pas d'avoir un roman finalement assez et léger, mais qui n'empêche pas, qui n'interdit pas une certaine profondeur. Oui, alors j'ai, ouais, effectivement beaucoup aimé celui-ci parce qu'il y a cette, effectivement ce parallèle avec les 3 personnages qui tournent au huis clos, pas au sens, voilà, pas au sens, oppressant du terme, mais plus, l'échange, la rencontre permanente, la vie commune entre des personnes qui devaient pas vivre ensemble, en fait, et pas, avec une telle proximité. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié celui-ci et je trouvais que c'était, vraiment proche d'une pièce de théâtre, en fait. On est, voilà, on a des il y a une intimité qui fait que, voilà, on est presque sur scène avec proximité des personnages et voit et on vit la proximité, des personnages, entre eux, donc Oui, c'est presque un huis clos, en effet, hein. Ils sont tous les trois, ils sont sur une île, donc il y a quand même quelque chose qui relève de, du huis clos. C'est un huis clos au grand air, c'est une nouvelle formule. Euh, et il y a un passage où, pour le coup, à cause de la tempête, ils sont vraiment enfermés. euh, Là, on est dans le huis clos. Euh, mais sinon, l'essentiel du roman se passe à l'extérieur. Et d'où le titre, hein, reprise des activités de oui. plein air. Euh, mais effectivement, comme tu le dis, ce sont trois personnes qui n'auraient jamais dû se trouver ensemble et, et qui vont pourtant se rapprocher et se découvrir beaucoup d'affinités. Bon, c'est le propre des relations amicales, c'est pas forcément les plus évidentes qui sont les plus solides. Mmh. Exactement. Je reviens un peu sur, tu parlais du processus d'écriture là tout à l'heure, tu disais: «Voilà, je manque de temps, pour écrire». Quand on manque de temps, on doit faire des choix et se dire: «OK, je vais essayer de pas me tromper». Comment tu as plusieurs thèmes en tête potentiels, plusieurs candidats et puis tu en explores, un petit peu, tu picores dans chacun des thèmes et tu dis: «OK, celui-là, c'est le bon et je vais, investir du temps dessus». Comment ça se passe? Alors, effectivement, sur la question du temps, mais depuis toujours, hein, il faut grappiller du temps voilà, pour écrire. Donc, j'ai jamais de véritables vacances. Parce que quand je suis en vacances de mon travail principal, ben, le temps qui reste, enfin, ces vacances, elles sont consacrées à l'écriture. Euh, c'est assez rare que je m'octroie une journée sans écriture. Euh, Mmh, OK. mais voilà, et après,
quand on est dans un projet, alors je démarre souvent les projets pendant les longues vacances, pour poser assez durablement quand même l'histoire, bien avancer dans le projet, et puis après, je le développe au fil du temps sur ce que j'arrive à grappiller sur la vie familiale, sur la vie professionnelle. Et, mais parfois, voilà, faut être inventif, il faut aller le chercher avec les dents, hein, ce temps. J'ai souvenir de, de l'écriture de la campagne de France où j'écrivais le soir et je relisais le matin dans le bus en allant travailler. Alors, j'étais très content quand il y avait des embouteillages, ça me permettait de travailler un peu plus longtemps le matin, même si j'arrivais pas toujours à l'heure. Mais voilà, c'est un combat permanent quoi, contre le temps, ouais, effectivement. Et du coup, est-ce que tu as beaucoup de réécriture, en fait? Ou est-ce que tu essayes de dire: «OK, je concentre tout sur un premier jet, assez fort», ou est-ce que tu dis: «OK, je» Non, je réécris beaucoup, effectivement. J'aime bien poser l'histoire dans son entièreté et la retravailler ensuite. Une fois qu'elle est posée, c'est là que le travail commence. On, on reprend ligne par ligne pour, pour travailler le texte, pour travailler, comme je le disais au début, la fluidité, la musicalité, voilà, bien construire, essayer d'équilibrer sans. Alors là, tout l'enjeu étant d'essayer de préserver la spontanéité aussi de l'écriture, de pas trop travailler le texte qui au bout d'un moment finit par l'unir. mmh Et oui, et tu parlais des différents projets. Alors, moi, le plus souvent, j'ai un projet que j'essaye de mener à bien. J'aurais du mal à travailler sur 4-5 projets à la fois, mais quand je suis en démarrage, je peux en démarrer un ou deux, voire trois. Et effectivement, il y en a un qui s'impose par rapport aux autres. Euh, on reprendra plus tard les projets laissés de côté. Et ça s'est fait dans l'écriture à plusieurs reprises, hein, d'ailleurs. L'ordre de publication n'est pas forcément l'ordre d'écriture des romans. Euh, le deuxième roman que j'ai publié au Dilettante, par exemple, était en réalité le troisième, mh. ou l'inverse. Euh, oui, c'est ça, le troisième, puisque le deuxième, je l'avais mis de côté. J'arrivais pas à trouver la fin, c'était le karatéka belge. Euh, je ne savais pas comment boucler ce roman, et donc, après en avoir discuté avec l'éditeur, Dominique Potier, euh, il m'a conseillé de le laisser de côté et de passer au suivant. Donc j'ai écrit la campagne de France. Et pendant l'écriture de la campagne de France, l'idée pour terminer le karatéka belge est venue, donc je l'ai noté. J'ai terminé mon roman de la campagne de France et je suis revenu ensuite retravailler le karatéka belge qui a pu paraître ensuite. Et voilà, et le dernier roman paru aux éditions de Rocher est en réalité le quatrième. Il y en a eu deux autres qui ont été publiés entre-temps, mais celui-ci est resté de côté pendant 2-3 ans, voire 4, oui, 4 ans Ouais. même, euh, le temps de pouvoir le finaliser totalement. Il y a des moments où il faut laisser les projets de côté pour qu'ils puissent aboutir. Oui, oui, l'écriture, j'ai l'impression que c'est vraiment résoudre, les problèmes. Donc tu as fait un texte, tu as un problème à un moment, tu bloques, bah, il faut trouver le moyen de dépasser le Oui, et ça peut être des problèmes techniques, voilà, avec la solution qui vient pas forcément, après voilà, des soucis de narration, des choses qui s'agencent pas forcément clairement et voilà, qu'il faut reprendre. Et on n'a pas la solution encore. Il faut patienter. C'est un jeu de patience aussi, hein, l'écriture. mmh, ouais, Il n'y a pas à se précipiter surtout. Et c'est prêt quand c'est prêt, hein. Pas- oui. Tu parlais tu vois, de la phase de réécriture. Heu, je me souviens qu'on avait parlé ensemble de la relation avec l'éditeur et du plaisir, en fait, de pouvoir échanger avec quelqu'un sur son texte et d'avoir des retours, et cetera. Ça fait partie du métier, en fait. Toi, c'est valorisant, enfin, c'est quelque chose qui te motive, je crois? bah, c'est primordial, quoi, parce que l'écriture, c'est vrai que c'est un travail solitaire. Après, quand on passe
à l'étape suivante où on commence à travailler sur le texte, à échanger avec l'éditeur. S'il n'y a pas cet échange, s'il n'y a pas ce- ce- cet apport, ce regard extérieur et voilà, ce travail qui va faire qu'on va aller au bout du projet et qu'on va pas passer à côté, bah, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Donc, il faut absolument que ça ait lieu, quoi. Mmh. Moi, s'il n'y a pas cet échange, je ne trouve pas mon compte. Ouais, il faut Mmh. OK, vraiment ouais. qu'il y ait cet apport dans le travail éditorial de l'éditeur, sinon il sert juste de boîte à lettres, hein, c'est pas son rôle. Voilà. Non, non, il faut absolument qu'il intervienne. Il n'y a pas, à mon avis, de bon texte sans l'intervention d'un éditeur. Après, elle est plus ou moins forte, euh, mais en tout cas, c'est un coach, c'est un conseiller, voilà, c'est un accompagnateur, c'est un accoucheur. Enfin, on peut trouver plein de métaphores pour le Mmh. qualifier, mais sa présence et son rôle restent très importants. On n'est pas seul dans l'écriture. Est-ce que tu parles du thème avec l'éditeur avant? Est-ce que tu lui envoies le texte assez tôt ou tu envoies des morceaux? Ou est-ce que tu attends d'avoir le manuscrit, puis tu dis: «Voilà, ma production», comment ça se passe de ce côté-là? Bah, ça dépend des projets, ça dépend des éditeurs. Voilà, j'ai eu différentes situations, hein. Au dilettante, j'étais totalement libre. Euh, J'avais pas de date imposée pour la remise du texte. Dominique Gauthier laisse vraiment les mains libres à ses auteurs. Voilà, c'est une situation parfaite quoi, pour écrire, quoi. On écrit sur les thèmes qu'on souhaite, il n'y a pas euh, de contraintes. Euh, Lorsque j'ai travaillé avec les éditions Artaud, alors c'était différent parce que euh, ils me sollicitaient, ils souhaitaient travailler avec moi, euh, ils voulaient un certain type de texte euh, sur le voyage, puisque Artaud est un éditeur de récits de voyage avant tout. Et comme je voyageais pas, donc c'était tout un problème. Donc c'est là que je leur ai proposé d'écrire plutôt un texte sur le déplacement professionnel plutôt que sur le voyage. Un Mmh. déplacement professionnel qui est vraiment l'opposé du voyage. Oui. Donc là, je trouvais ça intéressant aussi de se pencher sur cette notion et voilà, tout ce que ça impliquait de frustration euh, pour celui qui devait réaliser ces déplacements. Et dans ce cas, oui, là, il y a une discussion avec l'éditeur. Donc, les deux livres que j'ai fait chez Artaud, par exemple, il y a eu une discussion avant Mmh. sur OK. le thème et sur le sujet et sur la façon de l'aborder, quoi. Ah oui, là, ça a été défini. Et voilà, c'est, euh, c'est pas la même approche, c'est pas la même façon de travailler. Euh, euh, il y avait un calendrier, une date de publication qui était prévue. Artaud fait partie de la maison Flammarion, c'est un gros groupe avec voilà, des calendriers qui sont imposés. Donc c'est une autre façon de travailler. Mmh. OK. C'est pas plus ou moins agréable, c'est différent. Euh, et avec les éditions du Rocher, c'est encore une situation différente. Là, on a parlé, ouais, plusieurs romans avec plusieurs éditeurs, donc dans des contextes différents. Ça donne lieu à des formats un peu différents. Dans le confinement, tu as tenté quelque chose de complètement, à part en te lançant dans le dessin humoristique. C'est voilà, un besoin de t'évader, alors que tu étais un peu enfermé chez toi? Oui, oui, ah bah, il y a le désir créatif toujours qui est là. Et bah, le confinement, au départ, je me suis dit, ah, c'est super, je vais pouvoir écrire. Et, et pas du tout, en fait. Très rapidement, j'ai compris que je ne pourrais pas écrire dans cette situation. Euh, donc, j'ai vraiment écrit aucune ligne, pour le coup, pendant toute cette période-là, parce que bah, c'est très, très bête, mais moi, pour écrire, il faut que je réfléchisse longuement, que je conceptualise un peu ce que je vais raconter, et pour ça, je marche. Je marche énormément, ou je fais du vélo, ou, voilà, mais il y a une espèce de mécanique physique qui entraîne la mécanique intellectuelle, et en confinement, bah, c'est pas possible. On est enfermé entre quatre murs, et
c'était un peu bloqué. Et donc, il fallait que j'arrive à créer quelque chose mais d'assez simple, d'assez spontané, et qui s'inspirait aussi de la situation qu'on était en train de vivre. Et donc, j'avais créé ces deux petits personnages, Kevin et Ludovic, donc une espèce de petite bande dessinée quotidienne, au début 2 fois par jour même, voilà, qui me permettait de garder le contact avec le monde extérieur aussi. Dans les projets différents, tu vois, j'ai aussi découvert que tu avais écrit, pour la jeunesse, donc comment tu t'es retrouvé à faire un roman, comme ça? C'est un roman? Je suis parti du principe que c'était un roman, mais je Oui, oui, c'est un roman, Cabane en péril. C'est une histoire que j'avais en tête depuis longtemps. Je la voyais pas dans un roman pour adultes. Et voilà, l'opportunité d'écrire pour la jeunesse s'est présentée. J'ai saisi voilà, cette opportunité pour développer cette histoire. C'est une histoire de cabane, mise en péril par la construction d'une autoroute, et qui s'inspirait d'événements vécus pendant ma propre enfance. Et voilà, j'avais envie de raconter ça. Euh, voilà, ça a été une expérience assez, assez jouissive, hein, quand même, l'écriture. Moi, j'ai retrouvé des plaisirs voilà, de lecture, voilà, du Petit Nicolas quand j'étais gamin, de l'île au trésor, voilà, de romans d'aventure, tout ça, et j'avais envie de retrouver ça dans ce texte. Et voilà, alors je ne sais pas si je réécrirais un roman pour la jeunesse. En tout cas, j'ai des projets d'écriture de textes plus courts et de choses différentes pour la jeunesse, avec le même éditeur, La Joie de lire, qui est un éditeur suisse, euh, Francine Boucher, euh, à Genève. Euh, voilà, on a déjà deux projets en tête. Euh, ça sera pour 2022. voilà, OK. Donc agenda toujours bien chargé, quoi. Ouais. Voilà, il y a des choses qui sont écrites, mais voilà, maintenant il faut trouver des illustrateurs voilà, ce sont deux albums. Et, c'est des écritures différentes. Moi, j'aime bien m'essayer à différents types d'écriture, hein. Voilà, j'ai essayé d'écrire pour le théâtre en adaptant le front russe pour le théâtre. Comme tu le disais, la reprise des activités de plein air a une dimension théâtrale que j'exploiterai sans doute prochainement. Je me suis essayé à l'écriture de scénarios également, ça n'a pas marché. Mais voilà, toutes les questions d'écriture m'intéressent. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que je fais au quotidien pour le musée. Là, je rebondis sur le scénario parce que c'est vrai qu'on parlait de dessin. Scénario, tu pourrais, scénariser, voilà, des BD, voilà, ou des films, des séries, heu, tu aimerais y revenir ou c'est quelque chose que, voilà, tu as été, échaudé? Alors, j'ai fait deux choses. D'abord, j'ai suivi une formation à l'écriture de scénario à l'école des Lumières pour savoir vraiment comment ça fonctionnait. Et j'ai essayé d'écrire avec un réalisateur qui souhaitait écrire son premier long métrage. Voilà, on a essayé d'écrire une comédie ensemble. J'éprouve pas à l'écriture de scénario un immense plaisir. C'est une écriture très technique qui se concentre sur la structure, et j'aime travailler la phrase, trouver le mot juste, et c'est pas le souci d'une écriture scénaristique. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. C'est autre chose. Le véritable auteur pour un film, c'est le réalisateur, c'est lui qui met sa patte, c'est lui qui voilà, voilà. Alors évidemment, c'est tout un ensemble technique, c'est toute l'équipe, du scénariste jusqu'au monteur, hein, évidemment, en passant par le son, et tout ça, qui vont constituer une œuvre euh, globale. Euh, mais en tout cas, l'écriture scénaristique seule ne me satisfait pas et ne me procure pas un plaisir immense. Voilà, Mmh. j'ai pas de moments de jouissance profond, d'extase dans l'écriture, alors on peut l'avoir quand même quand on écrit des romans. Il y a des moments où on est heureux d'avoir posé une page qui, qui tient parfaitement, quoi. C'est un moment magique. Ouais.
Écoute Jean-Claude, je vais te remercier parce que, tu vois, on a commencé l'interview, je me suis dit: «Voilà, on a un univers vaste autour de Jean-Claude Lalumière». C'est encore plus vaste, je m'aperçois, que ce que j'avais en tête. Donc voilà, je pense qu'on a donné un bon aperçu de la manière dont tu travailles, un premier aperçu de la manière dont tu travailles et puis ce que tu as pu écrire. Donc merci infiniment pour ton temps et puis on pourra refaire, l'expérience, plus tard quand tes nouveaux projets, seront sortis. Ah bah, avec plaisir. Merci, en tout cas de ton accueil dans Double Vie. Et j'espère avoir été clair surtout, parce que j'ai toujours l'impression d'être un petit peu brouillon dans mes explications et de partir dans tous les sens. Mais Non, 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 c'est très clair. Tu as bien reposé, toutes les bases et puis les personnages, rappeler les personnages de tes romans, et cetera. Donc le contexte, donc non, c'était, je pense, très clair. bon, Donc voilà, à refaire. Je vais mettre tous les liens dans le descriptif du podcast sur ta page auteur, et cetera. Et merci encore et bon courage pour ton prochain projet. merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, au revoir.